Bonsoir, bienvenue, merci d'être sur TNTV. Je suis ravie de vous retrouver en ce début de semaine. À la une de ce lundi, le procès du meurtre du jeune Manoa s'est ouvert ce matin. L'un des deux meurtriers présumés, un adolescent de 16 ans, est jugé pendant 2 jours à huis clos. Il encourt jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle. Au cœur de cette affaire, un mobile d'une violence glaçante, celui du vol d'un vélo. À la une également, cette conférence demain à l'Université de Polynésie sur une question aussi brûlante qu'essentielle. Jusqu'où peut-on décoloniser la Nouvelle-Calédonie? Pour éclairer ce débat complexe, l'anthropologue Benoît Trépied a été invité par l'UPF. Il est avec nous ce soir sur le plateau de TNTV. Enfin, c'est une première à Moorea. L'association Ska Tahiti lance le tout premier refuge pour chiens et chats. Une avancée majeure pour la protection animale. Mais le projet suscite déjà des interrogations chez certains riverains. Ils s'inquiètent des répercussions environnementales. C'est un meurtre qui avait profondément choqué la population, celui du jeune Manoa. C'était en 2024. L'adolescent avait été retrouvé au pied d'une falaise à Mahina. 2 frères mineurs ont été mis en examen pour meurtre aggravé. L'un d'eux est jugé durant 2 jours depuis ce matin au tribunal pour enfants. Selon les éléments de l'enquête, le mobile serait d'une terrible banalité. Le vol d'un vélo, un procès sensible. Laure Philibert et Sam Teinaori. Son décès mi-septembre 2024 a secoué l'opinion publique. Le jeune Manoa, 15 ans, a été l'un des symboles de la marche contre les drogues et les violences, organisée 2 semaines plus tard et qui lui a été dédiée. Le corps sans vie du jeune homme était retrouvé ici, à la Pointe Tapahi, après 3 jours de recherche. Selon les éléments de l'enquête, Manoa a succombé à plusieurs coups de marteau, dont un premier alors qu'il était dos à son agresseur, avant que son corps ne soit jeté en contrebas. 2 frères de 15 et 17 ans au moment des faits sont suspectés. Le plus jeune comparé ce lundi devant le tribunal pour enfants de Papeete pour meurtre aggravé. Un procès à huis clos, le jeune homme étant encore mineur. Si vous donnez la parole aux parents et à la maman d'un enfant qui a été assassiné, forcément, il y a énormément d'émotions. Ça a été le cas à l'instant. Les circonstances terribles, extrêmement violentes de cet assassinat font que, évidemment, c'est encore plus difficile. Et puis, effectivement, le comportement de ce jeune garçon qui ment tout le long. Si vous ajoutez à cela le fait qu'on fait une audience dans notre système de procédure pénale aujourd'hui en France où la victime ne peut même pas s'adresser à l'auteur. C'est-à-dire que vous, en tant que parent, on ne vous permet pas, selon le code de procédure pénale, de parler directement à celui qui a tué votre enfant. Ça rend les choses encore plus intenses, encore plus terribles, encore plus frustrantes pour des parents. C'est ce vélo appartenant à la victime qui serait l'objet du meurtre. Un vélo électrique pour lequel Manoa aurait acheté des batteries à crédit aux 2 prévenus. Ils auraient ensuite simulé un rendez-vous avec un tiers pour le rachat d'autres pièces. Rendez-vous fixé à Orofara où les frères se sont rendus armés d'un marteau. Bon, il y aurait une volonté de minimiser les faits. Il y a manifestement un souci de se déresponsabiliser de ce qui s'est passé. Mais on peut penser qu'il y a eu une volonté vraiment meurtrière. Le plus jeune des 2 frères, encore mineur, encourt jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle. Le second sera jugé par la Cour d'assises des mineurs en avril. Voilà pour ce procès qui dure donc encore jusqu'à demain. Sur le front de la lutte contre le trafic de drogue maintenant, sachez qu'1 kilo d'ice caché dans des paquets de bonbons au chocolat a été saisi dimanche dernier à l'aéroport de Tahiti-Faa'a. Selon nos informations, la saisie a été opérée lors d'un contrôle. De la drogue a également été trouvée au domicile du couple incriminé. Une interception qui intervient alors que l'État renforce ses moyens pour endiguer le trafic.
On prend la direction de Talavao maintenant, où le projet de la future cité administrative a été dévoilé par le cabinet AIA Life Designer, un cabinet d'architecture nantais. Selon plusieurs médias hexagonaux, il a été retenu par le pays pour la construction du bâtiment. Le cabinet travaillera en partenariat avec l'agence polynésienne Corail Architecture. Ils ont élaboré un projet d'une superficie de près de 30 000 mètres carrés dans l'esprit de la culture polynésienne. Le bâtiment a été pensé pour accueillir 500 agents. Le coût du chantier est évalué à 6 milliards de francs. Aucun échéancier n'a en revanche été annoncé. Voilà, on évoque cette question à présent. Jusqu'où peut-on décoloniser la Kanaki Nouvelle-Calédonie? C'est le thème d'une conférence qui aura lieu demain à l'Université de Polynésie. Une conférence donnée par l'anthropologue Benoît Trépied qui a sorti un livre à ce sujet il y a un an. Et on l'accueille tout de suite. Benoît Trépied, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez donc été invité par l'Université de Polynésie et la Maison des sciences de l'homme et du Pacifique. Alors tout d'abord, pour qu'on vous connaisse un petit peu mieux, qu'est-ce qui vous a conduit à vous intéresser à cette question aussi sensible, à la Nouvelle-Calédonie et à la décolonisation ? Alors moi, au départ, j'ai aucun lien avec le Caillou, mais j'ai découvert cette histoire pendant mes études au moment de la signature de l'accord de Nouméa en 1998, qui était un accord explicitement dit de décolonisation, puisqu'il y a le mot dans l'accord et que l'accord a été intégré à la Constitution française. Et dès ce moment-là, moi, j'ai été intéressé de savoir qu'en France, à la fin du XXe et au XXIe siècle, il y avait encore un territoire qui se posait ces questions sur qu'est-ce que ça veut dire que une histoire coloniale et comment on décolonise. Et c'est comme ça que, du coup, depuis 25 ans, je partage ma vie entre la Calédonie et l'Hexagone. Pour pouvoir étudier donc cette question, vous en avez même fait un livre, hein, je viens de le dire, il est juste là. C'est une question sensible. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de vous en emparer concrètement ? Avant tout parce que le 13 mai 2024 a vu Nouméa exploser avec cette séquence de ce soulèvement à la fois politique et social qui a eu un effet avec des morts, des destructions, etc. Et ce qui a été très frappant, c'est qu'au tout début, dans les premières heures et les premiers jours, en fait, les discours, notamment politiques dominants à Paris, ne parlaient que d'émeutes urbaines sans remettre en perspective l'enjeu de la décolonisation. Or, il me semble, à l'aune de ce que nous disent les sciences sociales et tous les travaux qui ont été faits depuis 30 ans, eh bien, c'est que pour comprendre le présent calédonien, il faut absolument comprendre d'où vient le pays, quelle a été sa trajectoire coloniale, puis de décolonisation, pour comprendre jusqu'à quel point l'accord de Nouméa a porté ses fruits, mais a eu aussi des limites qui ont semé les graines de l'explosion qu'a connue le pays. C'est tout cela finalement que vous allez essayer de faire comprendre au public lors de cette conférence, d'avoir vraiment les clés de compréhension. Voilà, c'est un petit peu ça, et c'est un peu le rôle des sciences humaines en réalité, il y a de nombreux travaux qui ont été faits depuis 30 ans, des enquêtes statistiques, historiques, archivistiques, ethnographiques, pour mieux comprendre ce que veut dire un héritage colonial en termes politiques, en termes sociaux, en termes culturels, et quelles sont les façons, comment on peut imaginer de dépasser ce pari colonial, ce contentieux colonial. Et en l'occurrence, il y avait l'espace d'une nouvelle négociation dans l'accord de Nouméa, l'invention d'une nouvelle décolonisation, et c'est un petit peu le bilan de ce processus que je fais dans ce livre et donc dans cette conférence. Alors en Polynésie, le débat sur l'indépendance revient également régulièrement. Est-ce que vous voyez une dynamique comparable à celle de la Nouvelle-Calédonie ou pas du tout ? Alors d'abord, moi je connais très mal l'histoire du Fénois, donc je prétends pas du tout faire une perspective comparative. Je laisse ça aux gens du pays et aux spécialistes du pays. Ce qu'on peut dire à minima, c'est que évidemment les deux territoires ont énormément de liens historiques, familiaux, culturels, également politiques, puisque ce sont les deux seuls territoires de l'outre-mer français qui sont inscrits sur la liste des pays à décoloniser de l'ONU. La grande singularité de la Kanaki Nouvelle-Calédonie, c'est que ça a été une colonie de peuplement, donc où il y a eu de grandes migrations de gens de l'Hexagone pour construire une nouvelle société française. Et ce qui fait que le contentieux politique est aussi une tension, disons schématiquement, entre les Kanaks et les Caldoches, pour le simplifier. Alors que chez vous, me semble-t-il, cette question de l'indépendance, elle traverse tous les habitants du pays,
sans qu'il y ait une distinction, disons, ethnique aussi marquée qu'en Nouvelle-Calédonie. C'est ce qui fait finalement que le débat est un peu moins frontal finalement ici, comparativement à la Nouvelle-Calédonie. Là encore, je n'ai pas assez d'armes pour en juger, mais ce qui est sûr, c'est que là-bas, la question de la décolonisation, elle se pose à la fois dans le rapport à l'État français, donc on pourrait dire c'est la même chose ici, mais aussi la décolonisation, elle se pose à l'intérieur de la société calédonienne, parce que si demain la Calédonie devient indépendante, mais que c'est une indépendance blanche, entre guillemets, eh bien, ce sera comme quand l'Australie est devenue indépendante de la Grande-Bretagne, mais ça n'a pas décolonisé les aborigènes. Donc en fait, il y a une double dimension de la décolonisation là-bas qui est une spécificité du pays. Quand on voit la situation aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, est-ce que la France pourrait être contrainte finalement à décoloniser la Nouvelle-Calédonie, contrainte par le droit international? Le droit international, de fait, oui, mais le droit international, vous n'êtes pas sans savoir qu'il se porte quand même très très mal à l'heure actuelle, puisqu'il y a énormément de puissances qui ne le respectent pas. Donc c'est d'ailleurs pour ça que la question qui se pose, c'est est-ce que ce processus s'inscrit dans le droit international et donc le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et du coup, la question d'ailleurs, c'est quel est le peuple du Caillou? Est-ce que c'est que le peuple kanak? Est-ce que c'est les autres communautés? Jusqu'à quand? Etc. Mais d'un autre côté, il y a le droit français également qui prime. Et donc, c'est à l'articulation de ces deux sphères juridiques qu'en fait, le combat et la lutte se continuent là-bas. Est-ce qu'on pourrait concevoir finalement un autre mode de décolonisation, une autre décolonisation? Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la décolonisation ou le recouvrement de souveraineté, en réalité, peut avoir plusieurs traductions juridiques et politiques. Il peut y avoir l'indépendance, il peut y avoir aussi l'indépendance association, il peut y avoir l'intégration dans un État, d'autres solutions. Et puis la souveraineté, ça se pense aussi autrement. On peut penser à la souveraineté énergétique, souveraineté alimentaire, la souveraineté autochtone, du droit des peuples autochtones, etc. Voilà. Donc il y a plein de choses à réinventer pour, disons, imaginer une nouvelle forme de décolonisation qui soit celle du XXIe siècle et pas seulement le schéma des années 1950 qui est assez dépassé aujourd'hui. Ce sont toutes ces thématiques qui seront donc abordées demain avec vous. Benoît, merci encore d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous donnerez donc une conférence demain sur cette question de la décolonisation et de la Nouvelle-Calédonie. Ce sera à partir de 17h30 dans l'auditorium du centre de recherche de l'UPF. Je précise que c'est ouvert à tous. Rendez-vous donc à 17h30. Et vous ferez aussi une dédicace ce samedi donc de votre livre de 9h à midi à la librairie Odyssée. Merci encore à vous. Merci beaucoup. On parle politique maintenant. La course aux municipales est officiellement lancée depuis ce lundi 2 mars. On ouvre notre page spéciale. C'est le dossier brûlant de ces municipales à Papeete, la question de la sécurité. Avec des milliers de personnes qui transitent chaque jour dans la capitale, Papeete cherche un nouveau souffle. À l'approche du scrutin, 3 candidats s'expriment sur cette question ce soir. Vidéosurveillance, arrêté anti-SDF ou patrouille 24 heures sur 24. Chacun avance sa méthode pour ramener l'ordre. C'est un reportage de Veimi Thierlo. Papeete, des milliers de visages chaque jour. À l'approche des municipales de 2026, la sécurité n'est plus une option. C'est un terrain de bataille avec une même volonté, reprendre possession de la rue. Rémi Briand veut d'abord muscler les effectifs et la surveillance technologique. Donc à Papeete-Namoirois, on vise de gonfler un peu plus les effectifs d'une dizaine d'agents supplémentaires. Alors pourquoi faire? On est dans le quotidien et dans la proximité. Donc déjà, c'est de mettre en place une brigade anti-nuisance. On peut en tout cas renforcer tout ce qui est vidéosurveillance. C'est un peu l'objectif. Aujourd'hui, on est à 50 caméras installées. Je pense qu'on peut doubler la vidéosurveillance, surtout avec les moyens, on va dire, de l'intelligence artificielle, avec des caméras intelligentes qui peuvent nous aider à dissuader en tout cas tous ces comportements. Pour Tauhitinena, la priorité est de libérer les trottoirs des squatteurs. Il faudra rajouter une vingtaine d'employés en plus, il faudra mettre des mesures en plus également. Et surtout, il faudra les aider avec des arrêtés bien précis, interdiction de la mendicité dans telle rue, interdiction de s'allonger, de dormir dans telle rue, interdiction de se promener avec des sacs, avec des armes blanches à l'intérieur. S'il faut donner quelques zones où ils pourront s'asseoir, s'ils veulent, dormir, je leur dirai, vous pourrez aller devant le haut-commissariat ou devant la présidence. Je suis déjà en contact avec les gars de la DSP, tolérant, zéro.
René Temiharo veut lui une présence humaine permanente pour rassurer. C'est une de nos priorités parmi tant d'autres, car les gens ont peur. Nous devons absolument faire en sorte que la police soit 24 heures sur 24 dans la capitale de la Polynésie française. Nous allons mettre les moyens, faire en sorte qu'il y ait une brigade dédiée spécialement de jeudi à lundi matin en brigade d'intervention de nuit. Nous allons mettre en place une équipe à vélo pour faire de la proximité au niveau des quartiers. Nous allons renforcer les équipes de médiateurs en reprenant les effectifs qui sont issus déjà des services. Algorithme, mise en place d'arrêtés ou patrouilles non-stop, les stratégies divergent mais le message est identique. Papeete doit redevenir une ville sûre. Et à Paia, il faudra choisir entre le maire indépendantiste Anthony Géros et 3 autres listes aux sensibilités autonomistes. Nous sommes allés à leur rencontre à 13 jours du premier tour. Chacun souhaite agir pour la commune à travers différents projets. On les découvre dans ce reportage de Nicolas Pérez. Paea, 7e au classement des communes les plus importantes de Tahiti, grâce à ses 12 800 administrés, devrait connaître une bataille électorale animée. Historiquement gérée par les autonomistes, la commune de la côte ouest est passée sous bannière indépendantiste en 2020 avec Anthony Géros. Un maire sortant qui devra faire face à 3 listes autonomistes déterminées à reconquérir la commune. Si tous convergent sur le problème de la potabilité de l'eau, chacun souhaite également se démarquer, à commencer par Anthony Géros, le maire sortant, qui souhaite accentuer sa lutte contre la délinquance juvénile. Nous avons des idées pour pouvoir accompagner ces jeunes dans le cadre de la prévention pour éviter qu'ils sombrent dans cette déviance. Il faudrait d'abord renforcer le noyau familial parce qu'il est complètement décomposé aujourd'hui. Je ne jette pas l'opprobre sur les foyers, mais je dis que les foyers familiaux, enfin les familles sont complètement désunies et donc il faudrait retrouver de la cohésion dedans et pour cela, j'ai besoin de l'accompagnement des confessions religieuses qui savent bien faire et bien entendu du milieu associatif et enfin nous, on apporterait les moyens pour leur permettre d'assurer ce rôle. Une jeunesse sur laquelle souhaite aussi se pencher Raveno Tau. Leader de la liste Paea Atia, il veut placer les futures générations au centre des décisions du conseil municipal. Et c'est pour cela que dans nos grands projets, c'est l'ouverture encore de nos annexes de mairie pour que dans ces moments de formation, qu'on puisse toucher pas simplement la population, mais aussi les jeunes. Pour Mike Chang Ayu, tête de liste Te Aora Api no Paea, ancien premier adjoint du maire actuel, le pouvoir d'achat est le sujet principal de sa campagne. C'est vraiment sur cette énergie d'électricité que nous voulons réduire cette consommation et ce coût. Effectivement, cette population qui est demandeur et qui effectivement, avec le coût de la vie qui est très élevé, apporter des solutions effectivement pour limiter les dépenses directes du ménage et de la famille. Principal adversaire du maire sortant, Te Puaraurei Teritei, tête de liste Apoihereia Paea, souhaite, elle, renouer le dialogue avec la population et la prochaine équipe municipale. Alors le premier changement, c'est beaucoup plus de proximité, plus de présence du maire d'abord, mais aussi de l'ensemble du conseil municipal, puisqu'aujourd'hui on a effectivement beaucoup de remontées de la part de la population qui nous dit que notre Tavanam n'est pas présent sur la commune et puis qui nous disent aussi qu'au niveau des élus qui l'entourent, il y en a quelques-uns mais pas beaucoup. Donc nous vraiment, première chose, c'est une proximité, une présence à la mairie et dans la commune. Avec des priorités diverses exprimées par les listes en concurrence, les 9000 électeurs de Paea ont l'embarras du choix. Et c'est sur ce reportage qu'on referme notre page spéciale élections municipales. Am-Orea, maintenant, c'est une première. Un refuge pour chiens et chats ouvrira ses portes dans quelques mois. Un projet porté par l'association SCA Tahiti. Si beaucoup saluent une avancée majeure pour le bien-être animal, le projet suscite tout de même des inquiétudes chez certains riverains qui s'interrogent sur l'impact environnemental. Il s'en explique dans ce reportage de Vaitiare Pereira.
C'est ici, sur les hauteurs de Nu'uroa à Apiti, que l'association SCAT Tahiti va installer le premier refuge pour chiens et chats de l'île. La bâtisse s'étendra sur une parcelle d'environ 500 mètres carrés mise à disposition par la commune. Elle comprendra 10 box pour chiens, 5 box pour chats, une chatterie de 24 mètres carrés et un local de soins. Là, on ne pourra pas sauver tous les chiens de Montréal, hein. C'est impossible, il y en a trop. Ce qu'on veut vraiment, c'est ceux qui sont maltraités, ceux qui sont abandonnés, ceux qui sont dans un état lamentable, de les prendre justement et de les remettre en santé pour pouvoir les faire adopter après. Mais depuis l'annonce du projet, certains habitants du secteur s'inquiètent des nuisances potentielles. Pour la commune qui soutient le projet et accompagne administrativement l'association, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Tout sera fait en respectant les normes. Au niveau assainissement, on mettra tout en œuvre pour que le refuge soit aux règles, soit réglementé. C'est une petite structure, du coup, ça peut être rapide et surtout acceptable. Pour financer les travaux, l'association a lancé une tombola et fait appel aux dons. Si le calendrier est respecté, le refuge pourrait ouvrir ses portes d'ici 6 mois. Un projet chiffré à plusieurs millions de francs qui dépendra en grande partie du soutien de la population. On parle sport à présent. Elles n'ont que 14 ans, mais sont déjà très talentueuses. 2 jeunes joueuses de l'AS Dragon s'apprêtent à s'envoler pour l'Hexagone avec le pôle Nouvelle-Calédonie. Elles vont disputer une compétition nationale de handball, une étape importante dans leur jeune carrière et peut-être le début d'une grande aventure. Huanui Atuahiva les a rencontrées. Elles n'ont que 14 ans, mais voient déjà le rêve prendre de la hauteur. Natihiriter Itauvoirin et Kahaya de Brat s'envoleront le 6 mars pour la métropole. Elles y disputeront les interligues à Tournefeuille du 13 au 15 mars avec l'équipe du pôle Nouvelle-Calédonie. Une opportunité rare pour ces 2 jeunes espoirs du handball polynésien, bien décidés à se faire remarquer. Alors nous avions 3 thèmes, la défense, beaucoup de cardio, entraînement cardio, la relation à 2 et les tirs. Je vais beaucoup apprendre des personnes qui sont là-bas, un gain en expérience et beaucoup plus de connaissances. Intensité, rigueur et discipline, rien n'a été laissé au hasard, quitte à multiplier les casquettes. En plus des parquets de handball, Kahaya passe aussi son temps sur les pistes d'athlétisme. Une préparation sur mesure pour suivre les traces de ses parents. Je suis plutôt excitée mais un peu stressée. J'ai un peu peur du niveau qu'il y a là-bas parce qu'ils sont plutôt fortes. Mais excitée parce que j'ai envie de jouer et de représenter mon club. Pour moi, c'est une grande fierté. Toute ma famille a fait ce sport et j'aimerais aussi le faire et être championne comme mes parents. Un tremplin vers l'avenir dans un club qui a déjà prouvé sa capacité à former des talents. L'AS Dragon a déjà envoyé 4 jeunes vers la métropole. Parmi eux, une joueuse a intégré l'équipe de France U18. Une preuve que la filière fonctionne et que le travail paye. On est assez exigeant avec elles pour qu'elles puissent développer au maximum leurs capacités et leurs compétences pour pouvoir prétendre à jouer au haut niveau et avoir un projet professionnel en lien avec le sport. Malheureusement, on n'a pas assez de jeunes au handball pour pouvoir avoir un championnat étoffé. Mais on espère qu'en ayant des filles qui partent en haut niveau, qu'elles puissent montrer l'exemple et donner envie à d'autres jeunes de nous rejoindre. À 14 ans, Natihiriter et Kahaya s'apprêtent donc à franchir un cap décisif. Un premier grand voyage, une première scène nationale et peut-être les premières pages d'une belle carrière. Joli. Et on leur souhaite bon courage pour la suite. En bref, toujours en sport pour terminer, sachez que la compétition de l'OFC Pro League se poursuit. Tahiti United affronte en ce moment même Ekari United FC, le club de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Un match à voir en direct sur notre plateforme TNTV+. Pour l'heure, Tahiti United se classe 7e dans ce championnat. La Nouvelle-Zélande conserve toujours, quant à elle, sa place de leader. Voilà, c'était tout pour l'actualité de ce lundi. À suivre l'émission Ufenua Tongora à 19h25. TNTV lance une nouvelle série d'émissions culinaires, un plat, un talent, une formation, suivi de l'émission Nos différences. Enfin, à 19h50, ne ratez pas le match Tahiti United et Ekari United FC en télé en léger différé. Très belle soirée sur notre antenne. Excellent début de semaine. À demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.